Général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, Dr Gilbert Tcholenyanou. Dr Gilbert Tcholenyanou, bonjour. Bonjour, M. Joachim. Vous avez bravé la pluie, une grande, très grande pluie, ça bat intensément d'ailleurs sur le mai maintenant, mais vous avez accepté gracieusement être des nôtres. C'est un devoir. Merci. Merci à vous. Merci à vous également. Et on va vous retrouver dans quelques minutes. Alors, Abel Ozi est avec nous. Lui, il nous vient du journal Santé Éducation. Abel, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour à tous les auditeurs. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien, on rend grâce. Ah, heureusement que la pluie ne vous a pas dérangé ou ne vous a pas surpris avant d'être ici en studio. Elle m'a dérangé un peu. Elle vous a dérangé un petit peu. Alors, Santé Éducation numéro 726 de ce 12 juillet 2023 est déjà dans les kiosques. Mais vous écrivez ce matin: Djendjenkoudjen, soulager tout et crise d'asthme. Djendjenkoudjen, c'est quoi? Djendjenkoudjen, c'est une plante. C'est une plante que beaucoup connaissent. Oui. Et elle est aussi communément appelée viviment. Donc c'est une plante très thérapeutique. Et dans cette parution, nous faisons juste un focus sur sa vertu contre la toux et les crises d'asthme. Donc cette plante soulage vraiment la toux et les crises d'asthme. Et quand on se réfère à beaucoup d'études scientifiques, et on peut comprendre que les études ont montré que cette plante a la capacité de faciliter l'expulsion des sécrétions bronchiques, c'est-à-dire du mucus. Donc vous savez, quand on tousse, souvent il y a aussi la respiration qui est un peu difficile. Et cela nous rend mal à l'aise. Donc nous recommandons cette plante avec une recette maison qui peut aider le citoyen togolais à soulager la toux et le rhume et les crises d'asthme. Alors, Djendjenkoudjen, pour vous qui n'êtes pas, qui n'avez pas encore le journal dans vos mains, voilà, sur Facebook Live, vous voyez déjà ce qu'il est, de quoi il s'agit. Alors, chez nous, en tout cas, ça produit de petits fruits couleur rouge qu'on met quand les fruits là sont secs. On met ça dans les lampes tempêtes pour que le fond ne soit pas affecté par la rouille. Maintenant, nous l'appelons décléduit. Bon, je ne sais pas comment les autres ou les gens l'appellent chez eux, mais pour avoir bu à plusieurs reprises cette tisane, c'est très très sucré. Oui, il faut le préciser. Oui. C'est très très sucré. Oui. Puisque moi je l'ai prise, cette tisane là, je l'ai prise à plusieurs reprises, donc j'en sais quelque chose. Et mais ça peut vous aider à soulager la toux comme il a si bien dit. Et c'est dans le cas de la toux que moi je l'avais pris. Et donc ça peut soulager aussi la crise d'asthme comme il a détaillé. Vous écrivez aussi dans la parution ce jour les seins, signes qui inquiètent les femmes, les seins. Oui, c'est des anomalies que nos femmes, nos sœurs ont souvent. Donc, dans cette parution, on peut voir un peu les problèmes au niveau des seins que les femmes rencontrent. Donc, nous avons détaillé certains témoignages et certaines approches de solutions par rapport à ces anomalies-là. Voilà. Donc, toute femme qui a une anomalie au niveau des seins, s'il vous plaît, consultez un médecin. Et évidemment, des femmes ont rendu témoignage ici. Par exemple, une femme qui dit j'ai 29 ans, je m'appelle Caroli, oui. Un de mes mamelons coule et ça m'inquiète. Que faire? Et vous avez donné les détails. L'autre dit j'ai plein de petites boules dans les seins. C'est très sensible quand je touche. Est-ce que c'est normal? L'autre dit je suis gêné parce que les mamelons de mes seins rentrent à l'intérieur. Alors, face à tous ces témoignages, madame, monsieur, s'il vous plaît, lisez, achetez le journal, lisez. Et si peut-être vous êtes dans ce problème-là, vous n'êtes pas enceinte, vous n'êtes pas nourrice, mais votre sein coule. Autrement dit, du lait sort de ce sein. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire? C'est ce que moi j'ai lu dans le témoignage rendu ici par cette dame. Achetez le journal et vous comprendrez. Aliments pour rester jeune. Et vous en avez cité au total 13. 13 aliments pour rester jeune. Vous voulez rester toujours jeune? Alors quels sont les aliments que vous voulez bien sûr, que vous devez donc prendre? Alors c'est également détaillé dans l'apparition. Maintenant, Abel, on va terminer avec vous. Vaincre l'obésité par une vie saine.
Exactement. L'obésité, c'est une maladie chronique. Toute une page entière y avez-vous consacré? Oui. Comme je le disais tout à l'heure, l'obésité est une maladie chronique. Vous savez, l'OMS nous montre que en 2022, il y a plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui sont obèses. Et au Togo, les chiffres que nous avons, les chiffres officiels que nous avons, c'est 6,2% de la population togolaise est obèse. Donc, on comprend que cette maladie prend de l'ampleur également en milieu estudiantin et scolaire. Donc, la plupart des enfants, la plupart de nos jeunes scolaires sont en surpoids et obèses. Je vais vous donner certains chiffres. Et selon des données d'une enquête recueillie au niveau des infirmeries dans les 2 universités publiques du Togo, c'est-à-dire Lomé et Kara, on a recensé 8% des étudiants inscrits sont signalés obèses. Et 12% sont en surpoids. Ah, donc c'est par rapport à l'IMC? Voilà, donc sur un effectif de 50 000 étudiants, on voit que 8% qui sont inscrits sont signalés obèses et 12% en surpoids. Donc déjà le phénomène est très criard. Donc voilà un peu comment est-ce que l'obésité aujourd'hui constitue un problème de santé publique et une maladie chronique. Donc cette maladie dresse également le lien à d'autres maladies non transmissibles, cancer, hypertension, diabète, et c'est vraiment dangereux, c'est alarmant. Donc nous recommandons à tous citoyens un style, bien un mode de vie sain. Voilà. Alimentation est le premier médicament. Donc, il faut toujours bien s'alimenter, avoir une alimentation saine, équilibrée, variée. Et surtout, notre mode de vie, notre style de vie doit être revu pour éviter cette maladie. Voilà. Garder une alimentation régulière, opter pour les protéines maigres, manger des légumes verts crus, faire le plein de calcium, manger chez soi. Ah mais là, ça devient sérieux. Exactement. Manger chez soi. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, on a une prolifération des fast-food aujourd'hui. Donc ça aussi, ça contribue au surpoids et l'obésité. Donc nous recommandons de plutôt préparer et manger chez soi. Boire de l'eau pour garder le corps au top, changer les habitudes, pratiquer des exercices matinaux, bien boire, éviter les grignotages et se fixer un objectif, un but à atteindre, et vous bouclez tout ça en nous demandant de ne pas négliger le sommeil. Exactement. Le sommeil est aussi réparateur ou bien facteur d'équilibre du poids. Exactement. C'est vrai? Oui. Ah d'accord. Alors cher ami, le journal, peut-on le retrouver déjà dans les kiosques? Exactement, c'est déjà dans les kiosques et déjà sur notre site www.santé-education.tg. Et le téléphone? Vous pouvez nous contacter au 96 14 97 97 ou bien 91 79 47 07. Merci beaucoup, cher ami Abel Odi, pour ces détails. Odi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Odi Actu. Notre invité de ce matin, comme je l'annonçais, c'est Dr Gilbert Tcholignanou, qui est le secrétaire général du Saint-Faute. Il est également, je dois le rappeler, le secrétaire général adjoint, coordonnateur général adjoint de la STT Roura. STT, Synergie des travailleurs du Togo. Oui, voilà. Et donc, chaque année, l'OIT organise une conférence internationale du travail, laquelle conférence, ou bien une conférence à laquelle prennent part les acteurs sociaux ou tous ceux-là qui sont dans le monde des syndicats du monde entier, dont le Togo. Et la dernière, c'était dans le mois de juin. Et Dr Gilbert Tcholignanou, au nom de la STT, y a prépare également. Dr Gilbert Tcholignanou, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim. Dans le mois de juin dernier, vous étiez à Genève
aux côtés des autres centrales syndicales du Togo, des membres du gouvernement et bien d'autres acteurs sociaux de par le monde entier. Du patronat, de la chambre, du commerce voilà. Du Togo. Et qu'est-ce que vous étiez parti faire à Genève? Non, c'est pour participer à la 111e session de la conférence internationale du travail qui a lieu chaque année. Oui. Voilà, et à Genève. Et sur, disons, 2 semaines, où nous participons effectivement aux travaux. Et il faut savoir que l'OIT a 4 commissions permanentes, la commission des finances, la commission d'application des normes, la commission des affaires générales et puis la commission de vérification des pouvoirs. Ce sont les 4 commissions permanentes de l'OIT. Et maintenant, après, il y a des commissions techniques selon les besoins. Oui. Et cette année, il y avait 6 commissions techniques. Je vais en citer que 3. La commission, par exemple, sur l'apprentissage, où nous sommes en préparation d'une norme pour définir l'apprentissage, parce que maintenant, on veut encadrer l'apprentissage sur le plan mondial, donc avoir un test qui réglemente l'apprentissage. Il y a une commission sur une transition juste en faveur des économies durables. Voilà. D'accord. Et il y a aussi une commission sur la protection sociale. Donc en termes de discussion récurrente qui a été faite. Ouais. Donc pour ne citer que celle-là. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé à la convention. Toutes ces commissions avec les organes et tout, donc c'est pour encadrer le secteur du travail dans tous les pays. Absolument, dans tous les pays. Et un exemple au niveau de la commission d'application des normes, lorsque il y a un souci dans un pays, c'est à cette commission-là que les débats se font. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un gouvernement qui peut être interpellé et qui vient répondre. Et vous avez des débats. Et donc, au cours de la conférence ou bien en dehors de la conférence? Dans la commission des normes, au cours de la conférence. Parce qu'il y a plusieurs commissions qui travaillent simultanément. Donc, vous avez des envoyés dans chaque commission. Donc, là, vous avez des États qui sont, des fois, c'est un peu comme un tribunal, vous voyez, où ils viennent, ils sont interpellés, ils doivent venir répondre, expliquer pourquoi ils respectent pas telle convention, telle convention, telle convention. Donc est-ce que vraiment un débat. C'est les ressortissants de ce pays qui interpellent encore au cours de ces commissions, ou bien c'est les représentants d'autres pays qui épinglent ce pays-là, ou bien qui lui posent des questions? Globalement, d'autres pays interviennent. Oui. Mais il y a une démarche avant qu'un pays ne soit placé comme cas dans le programme de la commission d'application des normes. Donc il y a des procédures. Donc sûrement il y a des plaintes. Et c'est après que les experts aient fait des études sur la situation qu'on interpelle le gouvernement, qu'on attend une réponse du gouvernement. Et si la réponse ne suit pas, donc des fois on inscrit le cas au niveau de la commission d'application des normes, et donc le gouvernement est invité à venir répondre devant le monde entier pour s'expliquer, pour se justifier. Donc vous avez 3 parties, c'est le tripartisme, vous avez les gouvernements, vous avez les employeurs, vous avez les employés. Voilà. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Et le cours de cette année, c'était pour la première fois le sommet sur le travail que le DG Gilbert Humbo a fait organiser le 14 et 15 juin. Et donc le thème était la justice sociale pour tous. Ah, voilà. La justice sociale pour tous. Et Madame Victoire Tomenga Degbe, Premier ministre du Togo, y a pris part activement. Vous étiez dans la salle. Nous y étions et elle a délivré un discours assez séduisant et qui traduit l'implication aussi du gouvernement togolais dans le sens de l'amélioration des conditions de travail. Donc ça c'est assez important à noter. Oui, mais quelles sont les retombées de ces conférences-là sur le monde du travail et également au niveau État? Les retombées, c'est que les yeux du monde sont sur nous tous. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas vouloir brimer les droits qui sont un peu consacrés. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'OIT qui supervise tout ce qui est droit de travail. Il y a des conventions et les États sont tenus de les respecter, de les appliquer. D'accord? Et donc, lorsqu'un État va à l'encontre, tout le monde te regarde. En fait, c'est un peu ça, c'est ce qui permet d'éviter des abus. Y a-t-il des mécanismes qui sont mis en place pour automatiquement savoir si un État ou un État quelconque, un État tiers, pardon, n'arrive pas à honorer ou bien respecter les normes prescrites? Il y a des mécanismes qui impliquent les acteurs, les parties prenantes. Et donc, comme c'est le tripartisme, chaque partie prenante peut saisir le BIT si elle estime l'une ou l'autre estime que il y a défaillance ou bien il n'y a pas respect de telle disposition réglementaire au niveau des conventions, au niveau des tests réglementaires que l'OIT a adoptés. Oui, entre-temps, nous avions appris, là je vous surprends un peu, que des enseignants qui avaient été licenciés auraient
porté plainte contre l'État togolais au niveau de BIT ou bien l'OIT. Alors, est-ce qu'au cours de ces conférences, ces genres de questions sont évoquées ou carrément c'est dans les commissions techniques? Il y a d'autres process pour ça, ce genre de choses. Avant qu'un pays ne soit inscrit comme cas pour discussion au niveau de la commission d'application des normes, c'est tout un processus. Et donc, lorsque les plaintes arrivent, il y a une commission qui étudie les plaintes et qui essaye de les démêler. D'abord pour la recevabilité. Recevabilité, et puis il y a des coulisses qui se font. Il y a des passerelles qui se font, des discussions pour essayer de voir si on ne peut pas les régler, ces problèmes-là. Est-ce que ça vaut la peine d'amener ça au niveau de la commission en tant que cas? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. C'est lorsqu'on n'a pas de solutions, lorsqu'on n'arrive pas à résoudre des problèmes, que ces problèmes reviennent quand les discussions de couloir n'ont pas abouti. À ce moment-là, on ramène ces discussions comme des cas au niveau de la plénière à la commission normative, d'application des normes, et là, on discute de ça. Et là, les pays sont invités, les gouvernements viennent répondre. Voilà, aussi bien les gouvernements, les syndicats que le patronat, ils viennent, tout le monde vient répondre. S'il est interpellé, il vient répondre. Est-ce que par moment, on demande à des États de restaurer ou bien de rendre justice? Oui, ça se fait. S'il y a eu violation entre-temps? Oui, on demande. C'est possible? C'est possible. Mais ce n'est pas un tribunal. Non, c'est pas un tribunal, mais ce n'est que un peu comme c'est un conseil des pairs. De surveillance par les pairs. Là, c'est un tripartisme en fait. Oui. Les lois sont là, les tests sont là. Quand il y en a qui violent les tests, on vous invite gentiment à essayer de réparer, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Voilà, mais c'est tout un ensemble de choses. Et c'est assez intéressant de voir un peu comment les débats se passent là-bas et comment il y a une dynamique aujourd'hui en termes de protection des droits du travail, globalement. Parce que aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où tous les acteurs savent que nous avons besoin les uns des autres. Voilà. Aussi bien les partage d'expérience aussi s'invite. Totalement, parce que là même il y a des débats qui se font en dehors de la réunion, des rencontres, des partenariats qui se tissent, vous négociez des projets et ainsi de suite. Donc c'est assez dynamique. En fait, franchement, c'est un rendez-vous extraordinaire. Ce serait pas mal. Donc finalement, la STT a pu tirer meilleur profit de cette grande rencontre. Globalement, oui. Tout le temps, nous tirons toujours meilleur profit de cela. En termes de formation, parce que ça vous donne une certaine posture, une sorte d'étoffe, d'accord, en termes de formation, en termes de réseautage. Oui. D'accord. Et puis maintenant, vous-même, vous pouvez être coopté comme consultant, comme expert dans des domaines de vos compétences. Là, c'est le seul participant qui profite maintenant pour vos bases. Non, c'est ce que je dis. En termes de réseautage, pour les militants, vous pouvez négocier des formations. Nous avions déjà par le passé négocié, avant que la Covid n'arrive, négocié des formations qui ont été faites par la CGT. À l'époque, la centrale française. Nous avions un programme de formation avec la CGT à l'époque. Malheureusement, la Covid a arrêté ça un peu. Sinon, nous avions un processus où la CGT venait former nos membres, en tout cas des cadres de la centrale. Donc là, nous sommes en train de reprendre encore pour d'autres partenariats et pour pouvoir avoir des gains réels pour nos bases en fait. Oui, malgré la participation à ces grandes rencontres internationales qui ont lieu tous les ans, mais quand même, tout semble être terne au niveau des centrales syndicales au plan local, au Togo. Non, je ne pense pas que tout est terne, parce que je crois que les centrales font le travail pour lequel elles sont destinées. Il y a des méthodes qui varient d'une centrale à une autre. Ah, d'accord. Ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous les mêmes et on n'agit pas tous de la même manière. Voilà. Donc, du coup, on ne peut pas faire le procès. Mais les centrales doivent aussi s'impliquer encore un peu plus que d'habitude. Avant d'être au niveau de la STT, vous êtes secrétaire général du SYNFOTS, un syndicat membre de la centrale syndicale STT. Alors, docteur, vous êtes un médecin au niveau du CHP Palimé. Ce que nous constatons, c'est que la semaine dernière, le ministre, professeur Moustapha Midi Awad de la Santé, accès universel aux soins, etc., l'hygiène publique, il a sanctionné plusieurs agents de votre secteur. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Puisque, je pose la question parce que vous nous aviez annoncé ici même, sur cette antenne, que la STT va s'investir dans la formation, le SYNFOTS, pardon, va s'investir dans la formation, la sensibilisation de tous ses membres à l'échelle nationale. Mais entre-temps, où est-ce que ça a pris de l'eau?
Non, c'est pas comme la pluie, hein, actuellement. Non, non, ça n'a pas pris de l'eau, non. J'avoue que n'étant pas sur le territoire, je suis rentré que la semaine passée, donc n'étant pas sur le territoire, j'ai appris par les réseaux sociaux ces informations. Donc, pour ce qui est de la formation, on ne l'a pas encore commencé. Nous sommes vraiment dans le processus de trouver les financements pour le faire. Voilà. De Lomé à Saint-Cassé, c'est beaucoup de choses, mais ça demande beaucoup d'argent. Nous n'avions pas ces moyens, donc nous interpellions les partenaires pour nous aider à avoir les ressources pour pouvoir faire la formation de Lomé à Saint-Cassé. Et j'ai bon espoir que dans les jours à venir, j'ai eu une petite information qui me rassure que nous allons commencer par une phase pilote. J'espère que dans les semaines à venir, nous allons pouvoir commencer quelque chose en ce sens-là. D'autant plus que l'actualité nous oblige à accélérer. L'actualité vous oblige? Oui, oui, je le dis, je m'assume. Je ne suis pas le genre à avoir une langue de bois. Je n'ai jamais été non plus celui qui dénie ou bien nie les problèmes. Je suis conscient qu'il y a des problèmes en termes d'accueil, en termes de pratiques, d'accord, de mauvaises pratiques. Il y en a. Ce n'est pas général, mais il y a quand même quelques petites tâches qui salissent le secteur. Je le dis, je l'assume pleinement. Et il nous faut, de manière consciencieuse, l'admettre et travailler là-dessus pour changer les choses. Et je m'y engage. Voilà. Je m'y engage et nous allons le faire. Au niveau de Vaughan, un décès foetal a entraîné la sanction à l'encontre de madame le chef du service gynéco-obstétrique, CHP Vaughan. Vous avez cherché à comprendre? Avant de répondre à ça, permettez quand même que je prenne mes condoléances à la famille éplorée qui a perdu un nouveau-né, d'autant plus que c'était une grossesse précieuse. On parle de grossesse précieuse lorsque le couple est en quête d'enfants pendant de longues années et lorsque la chance leur sourit d'avoir en fait une grossesse, vous comprenez que c'est assez important. Et donc par rapport au contexte, c'est un drame. Et je présente au nom du corps soignant que je représente mes condoléances à la famille éplorée. Et je ne peux pas parler d'excuses parce que l'excuse ne va pas ramener l'enfant. Mais tant est que si nous sommes dans la pratique, dans l'investigation, s'il est reconnu une faute médicale, nous comptons nos excuses par rapport à cela. Mais j'en appelle aussi donc à la conscience de mes confrères et de mes consoeurs sur le plan de la responsabilité médicale. Ceci dit, je souhaiterais que nous puissions aller au fond du dos. Pas au fond de l'affaire, mais que nous puissions évoluer plus encore pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est ça qui permettra de situer les responsabilités. N'ayant pas toutes les informations, je pourrais dire éventuellement que le ministère qui a pris les décisions de la sanction a des éléments sur la base desquels ils ont pris la décision de la sanction. Je ne vais pas juger le fond, mais je vais juger la forme. La forme. Vous n'allez pas juger le fond, mais la forme. Je vais juger la forme parce que n'étant pas autorité ministérielle, je suppose que le ministère a des éléments sur la base desquels il a pris une décision. Et encore faut-il qu'on s'assure que l'audit de décès a été fait et qu'un document en bonne et due forme soit sorti fixant les responsabilités. Donc ne m'en voulez pas si je n'aborde pas le fond, j'aborderai la forme en l'espèce. Et la forme, Et la forme, justement, quand vous prenez le document qui est sorti de sanction, d'abord, le fait que cela soit rendu public sur les réseaux sociaux avec les identités, surtout de la patiente, le secret médical, c'est une obligation que nous avons. Je pense qu'on aurait pu faire économie de l'identité de la patiente. Donner peut-être la cause, donc le mais nom de faire l'économie de l'identité de la patiente dans le respect du secret médical. D'accord? Ça, c'est un fait par rapport à la forme. Deuxième chose, on nous a parlé de négligence. D'accord? Soit, supposons qu'il y a eu une négligence, n'ayant pas le fond, n'ayant pas tous les faits, supposons qu'il y a eu une négligence. D'accord? Nous pouvons pousser la réflexion encore un peu plus loin, rien que sur le document. Le même document nous dit que l'intéressé est chirurgienne spécialiste, mais nommé chef service de gynéco-obstétrique. Je crois que là, ce document aujourd'hui va situer les responsabilités. Ça va appeler tous les soignants à une prise de conscience. Je voudrais dire à mes confrères, à mes consoeurs, aux soignants,
il est important que vous fassiez valoir vos compétences. On n'est pas chef service parce qu'on est médecin. On n'est pas chef service parce qu'on est médecin. Non. Surtout Je suis généraliste. chirurgien traumatologue. Je ne peux pas être nommé chef service d'ophtalmologie. Juste parce que je suis chirurgien. Vous êtes traumatologue, vous ne devez pas être... J'ai une connexion avec la chirurgie. Oui. Je suis chirurgien. L'ophtalmologiste est chirurgien parce qu'il opère aussi. Mais c'est parce que je suis chirurgien que je peux être chef service d'ophtalmologie. C'est parce que je suis chirurgien que je peux opérer je peux faire une césarienne ou faire une myomectomie ou une hystérectomie que je peux de facto être chef service de gynéco-obstétrique. Peut-être si vous êtes en spécialisation. Non, même pas. Ce que je veux dire, c'est que les gynécologues obstétriciens sont formés au Togo. D'accord? Oui. La gynéco-obstétrique, c'est une spécialité à part. Il n'y a pas d'amalgame à faire. On ne peut pas Alors, faire du docteur, rafistolage. Excusez-moi, je le dis parce que c'est important. On ne peut pas faire du rafistolage. On va marquer la pause pour revenir sur la première négligence, forme. monsieur, la première négligence, c'est d'avoir nommé une chirurgienne généraliste chef service de gynéco-obstétrique. Et je m'assume. On y revient tout de suite après la pause. En studio, madame, monsieur, pour la suite du débat avec notre invité, Dr Gilbert Tcholenyanou, qui est secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, Saint-Fort. Et nous parlions tout à l'heure de la sanction infligée à madame, disons, au médecin Vidro, et si, docteur Vidro, et si au niveau du CHP Vaughan. Alors, vous disiez que le fond, cela ne vous préoccupe guère. Cependant, par rapport à la forme, vous dénonciez un certain nombre de choses. Et vous aviez dit tout à l'heure que un chirurgien ne peut pas être à la tête donc d'un service de gynéco obstétrique. Chirurgien généraliste. Chirurgien généraliste. Ouais. Ne peut pas être à cette place. Ouais. Alors, ma question, qui nomme les chefs de service? C'est le ministère, donc le ministre Le ministre de la Santé. Non, nous sommes au CHP. Est-ce que Non, ce n'est pas les le directeur de chefs l'hôpital? services sont nommés par le ministère de la Santé, donc le ministre de tutelle. C'est ça, les tests. Je n'invente rien, c'est clair. Je voudrais aussi rectifier une chose. Je n'ai pas dit que le fond ne me préoccupe pas. Je ne maîtrise pas le fond. Ah, d'accord. N'étant pas sur le territoire, je ne maîtrise pas le fond. Oui. Je prévois me déplacer sur le CHP de Vaughan pour rencontrer les acteurs. J'ai quand même eu quelques informations, quelques retours, mais je dis, mon devoir en tant que responsable syndical, c'est d'aller à l'information avant de me prononcer globalement. Mais là, je parle du document dont vous me parlez, le document, la note de service. Donc, oui, je parle de la note de service du 7 juillet et je parle de la forme de la note en disant que on parle de négligence, certes, mais la première négligence, c'est d'avoir nommé un médecin chirurgien généraliste, chef service de gynécologie obstétrique, parce que ce n'est pas son domaine. Oui, mais peut-être, savoir faire la césarienne. Si au niveau de l'hôpital, il n'y a pas... Laissez-moi vous expliquer. Allez-y. Oui, mais si au niveau de l'hôpital, il n'y a pas de gynécologue, voilà. Le Togo regorge au niveau de l'ordre des médecins inscrits 127 gynécologues obstétriciens, des médecins, chirurgiens, gynécologues, 127 inscrits. Oui. Sur les 127, vous avez seulement 25 dans la fonction publique, M. Joachim. 25 dans la fonction publique au Togo. De Lomé à Saint-Cassé. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les gynécologues, ne sont pas dans le secteur public. Ils sont plus dans le privé. Et pourquoi? Ça, c'est une autre paire de manches. Je pense que c'est la première question à se poser et ça revient au ministère de se poser la question et de trouver les solutions. Qu'à cela ne tienne, le fait est que, voilà, l'hôpital de Vaughan avait un gynécologue obstétricien, un médecin, qui, à un moment donné, a posé une mise en disponibilité. Autrement dit, un médecin qui avait les qualifications nécessaires. nécessaires. Oui, qui est médecin, gynécologue obstétricien. Très bien. Qui, à un moment donné, a posé une mise en disponibilité et donc qui est parti, pour des raisons personnelles, faire autre chose. Le poste est devenu vacant. Et il n'y avait pas de gynécologue à envoyer, je suppose. C'est ce qui a fait qu'on a dû nommer un chirurgien. Et voilà, la nation a horreur du vide. Ce n'est pas une histoire de vide. C'est quoi alors? Monsieur Joachim, nous allons maintenant, je pense que là maintenant, tout le monde va être réveillé pour se conformer au test. J'ai toujours dit que nous devons être sincères et courageux. Je ne suis pas gynécologue obstétricien. Si monsieur le ministre me nomme chef de gynéco obstétrique, je dois avoir le courage de lui dire, monsieur le ministre, je ne peux pas accepter le poste. Parce que ça n'aurait pas de mes compétences. Je n'ai pas ces qualifications. Voilà. Nous devons arriver à avoir cette vérité de langage.
Et ne pas être dans la complaisance. C'est une autorité. Vous nommez, vous refusez? C'est pas un refus. C'est l'adéquation, compétence et poste. Monsieur Joachim. Nous devons en arriver là. Là, c'est un message que vous envoyez à vos collègues. J'envoie le message à tout le monde, de l'infirmier jusqu'au médecin spécialiste. La complaisance ne paye pas. La complaisance reste toujours une conséquence. Nous y voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, excusez-moi, notre consoeur est vilipendée. Tout le monde dit ce qu'il veut d'elle. Sur elle. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que, initialement, la première négligence, c'est que on ait voulu faire du rafistolage. Du rafistolage? Oui, parce qu'il n'y avait pas un gynécologue disponible. Donc, on met un chirurgien, médecin chirurgien à la tête du service. Je suis désolé de vous dire cela, mais c'est une vérité. Et je l'assume. Je l'assume. Nous pouvons aller en justice avec. Adéquation, c'est parce que vous pouvez opérer le pelvis, vous pouvez faire une césarienne, une myomectomie, que de facto vous pouvez gérer un service de gynéco spécifique. Et voilà que cette grossesse précieuse à part a été gâchée. Deuxième chose, monsieur Joachim. Oui. Vous avez un hôpital, l'hôpital de Vaughan en l'occurrence, qui n'a qu'un seul bloc opératoire pour 2 services de chirurgie, gynéco-obstétrique et chirurgie générale. Un seul bloc opératoire, une seule salle d'opération. Et lorsque, dans ce cas de figure, d'après ce que j'ai appris, vous avez un malade qui est installé, qu'on doit opérer, on dit qu'une urgence aussi est arrivée, l'autre c'est une urgence. On fait comment? On sort quel malade? On garde quel malade? Non, je vous pose une question. C'est à ce niveau que la négligence peut naître. Là, c'est à qui la faute? Lorsque vous avez 2 urgences à prendre au bloc, vous avez une seule salle d'opération. Vous opérez qui, vous laissez qui? Non, ce sont des réalités que vous vivez sur le terrain parfois. J'ai déjà fait sortir de bloc un malade que je voulais opérer parce qu'il y avait une urgence de césarienne. Heureusement, on n'avait pas encore piqué le malade. On est entré en programme, on devait opérer. Mais on nous rappelle qu'il y a une urgence de césarienne. Une femme enceinte, mais qui saigne et on doit opérer parce qu'on risque de la perdre. N'ayant pas encore anesthésié le malade, on l'a sorti du bloc pour admettre la dame, on l'a opérée. Dans le cas où il y avait une seule salle. Jusqu'à ce que, j'en finis, jusqu'à ce que, aujourd'hui, par exemple, au CSP Palimé, vous avez un service de maternité qui a son bloc, qui a des blocs. Donc, vous avez une distinction. Vous avez exigé, vous avez fait la demande. Évidemment, il faut faire la demande. Et heureusement, ça a été construit. Qui peut faire, dans ces cas, l'inventaire des équipements? Non, c'est ce que nous allons faire maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, cette histoire nous amène à faire chacun l'inventaire des équipements de l'OMR5H dans tout le public. On va le faire. On va le faire et la date d'acquisition du matériel sera mentionnée. La date de construction, combien de blocs il y a, maternité, gynéco, chirurgie, dans tous les, on fera tout ça. Et on va envoyer ça au chef de l'État. Au chef de l'État? Oui, on va le faire. On le fera et on demandera aux hôpitaux de se conformer à corriger les choses dans un délai très court pour que tout le monde sache. Non, parce que là maintenant, je crois qu'il est important qu'on le fasse. Ah oui. Et que tout le monde sache situer les responsabilités. Entre-temps, la dame Lynn avait perdu sa vie toujours lors de l'accouchement. Aujourd'hui, c'est dame Ayawavi qui a perdu aussi sa vie. Son enfant. Je pense que chacun des acteurs doit s'assumer et doit être responsable. Les soignants doivent devenir plus professionnels et plus consciencieux, plus rigoureux. Je le dis, je le répéterai. Nous devons le faire. Nous avons l'obligation de le faire parce que les temps ont changé. Le temps où le médecin ou le soignant était adulé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a malheureusement des brebis galeuses qui ont infiltré la corporation et qui malheureusement la salissent. Il ne faut pas qu'on se mente, c'est une vérité. Nous devons changer ça. Mais au même moment, il y a des choses qui doivent se faire aussi. C'est l'inventaire des équipements et la qualification des structures. Elles sont capables de quoi? Elles peuvent faire quoi? Vous avez un seul bloc, vous avez une seule salle, vous avez 2 urgences à prendre. Comment on fait? C'est la réalité que nous avons. Est-ce que tous les hôpitaux disposent de chirurgiens? Et dans ces cas ou dans de pareilles circonstances, qui intervient en lieu et place? Qui peut intervenir, voudrais dire, en lieu et place donc du chirurgien qualifié? Monsieur Joachim. Oui. Nous sommes à un moment où on ne peut plus faire du rafistolage. Avant, on couvrait tout. On essayait de se taire parce qu'il y avait des choses qu'on faisait. Je vais vous choquer en disant qu'il y a des centres hospitaliers qui n'ont pas de bloc opératoire. Bon, je ne vous apprends rien. Togo. Prenons le cas de Tabligo. C'est en train d'être construit, hein, le bloc opératoire de Tabligo. En cas de césarienne là-bas, les gens vont où? Soit ils vont à Fagnan ou
ou bien ils vont atterrir. Vous le savez. Le chef de l'État avait annoncé entre-temps que l'hôpital sera réhabilité. Oui, Il y a eu un conseil des ministres là-bas. C'est en cours. Vous voyez, le bloc est en train d'être construit, c'est en cours. Je peux vous citer des hôpitaux où il n'y a pas de bloc opératoire et tout ça. Je peux vous en citer. Mais là n'est pas le problème. D'accord. Le problème aujourd'hui, c'est que nous tous, nous assumions. Voilà. Que ce soit les ministres, que ce soit les chacun agents. prenne sa part. Mais je veux inviter mes confrères, mes consoeurs et tous les soignants en leur disant la déontologie médicale, nous devons la respecter. Si vous n'avez pas une qualification, on vous nomme à un poste, soyez courageux de dire non. Est-ce que c'est ça le droit de retrait? Le droit de retrait va arriver dans la mesure où, lorsque nous allons procéder à l'inventaire dans tous les hôpitaux, des équipements, lorsque un hôpital n'aura pas l'équipement requis, les soignants peuvent appeler le droit de retrait. Ça veut dire qu'ils ne sont pas responsables de ce qui peut arriver. Ça veut dire que si... Ah, il signifie que si quelque chose advenait, nous n'en sommes pas responsables. Non, on n'est pas responsable. On va signifier ça. Parce que, en fait, aujourd'hui, il est important que les responsabilités se partagent. Qu'on sache qui est responsable de quoi. Finalement, le fait d'avoir cité le nom de madame le docteur et, en tout cas du docteur et puis de la dame qui venait d'accoucher, cela n'a pas plu le monde de la santé. Non, ce n'est pas une sorte de plaire à quelqu'un. Les tests disent quoi, M. Joachim? Vous avez les tests qui protègent la publication des données personnelles. D'accord? Vous avez les procédures administratives. Une note de service, oui. Il faut que l'intéressé l'ait reçue. Et maintenant, je pense que ça a été publié à but pédagogique. Je comprends. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne dis pas qu'on ait mis le nom. Je ne parlerai pas de ça. Mais ce que je pense, c'est que le secret médical nous oblige à protéger tout au moins le nom, l'identité du patient. Ça, c'est mon point de vue. C'est ce que les tests disent pour l'épargner. Évidemment, on peut évoquer le problème en disant problème d'accouchement, mais sur patiente, voilà, on protège. Mais pour le cas de Bapuré, en tout cas la note... Non, pour le cas de Bapuré, la note... Les gens qui ont déserté le service. Je n'ai pas commenté. Si les gens n'étaient pas au poste et qu'on est venu les surprendre, ils n'étaient pas au poste, vous voulez qu'on dise quoi? Ils étaient absents au poste. Et donc là, cela devient vos habitudes. Vous ne vous inquiétez plus du sort des patients qui viennent vous déserter pour aller vaquer à autre chose. Oui, si c'est le cas, ben, ils sont sanctionnés, ils vont répondre de ça. Maintenant, faut-il encore qu'on aille au fond et qu'on comprenne la situation. C'est ce que je dis, moi, à mes confrères, à mes consoeurs. Disons la vérité. Si je travaille de 7h à 21h, à 22h, je dois pouvoir dire, si je n'ai pas une pince, si je n'ai pas une lame de bistouri, si je n'ai pas un bloc opératoire, je dois pouvoir écrire et dire, si demain il y a un problème se pose, je vais prouver que j'ai écrit, j'ai interpellé l'autorité par rapport à ça. Mais lorsque nous sommes tous là, je vais dire, dans une posture de peur, parce qu'on parle de politique, parce que dès que tu parles de ça, on dit que tu es politicien, tu es opposant, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas politicien. Ici, c'est le cas, question de sauver la vie des gens. Monsieur, je suis technicien. Donc, quand les gens ont peur de dire la vérité, les gens vont au bloc, ils n'ont pas de lame de bistouri. Les gens vont au bloc, ils n'ont pas de respirateur. Ils ne disent pas. Quand il y a mort, on vous accuse. Vous vous taisez. Continuons pas à nous taire. On verra la suite après. Là, je pense quand même que le CHU Sylvanus Olympio vient d'être doté d'un scanner. Finalement, le sésame est là. C'est une très bonne nouvelle. Depuis 2010 que nous demandons cela. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Moi, je suis content. Je dis enfin, c'est une très bonne chose. Maintenant, il nous revient à nous, agents de santé aussi, de veiller à ce que cet outil-là soit performant, qu'on le préserve, qu'on l'entretienne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un problème dès à présent, que les responsables puissent rapidement le dire à qui de droit. N'attendons pas qu'on vienne dire que c'est nous qui avons saboté l'appareil pour que ça ne travaille pas. Et tout. Je vous en prie. Je pense qu'aujourd'hui, l'histoire... Une affaire de 700 millions, plus de 700 millions de francs CFA. Je ne connais pas le montant, je n'ai pas participé au processus d'acquisition, donc excusez-moi de ne pas en parler. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est d'inviter mes confrères, mes consoeurs, les soignants, à ce qu'on sache que les temps ont changé. Voilà. Les temps ont changé. Les temps ont changé, docteur, mais quand même, est-ce qu'il y a un bel avenir
qui se pointent à l'horizon par rapport à la santé dans notre pays de Togo. Si, je suis persuadé, il y a un bel avenir. D'ailleurs, j'étais en déplacement lorsque le concours a été fait pour recruter 2000 et plus. Et ça, je le dis, je tiens à remercier les plus hautes autorités et qui nous ont écoutés parce que nous avions entrepris une démarche à leur endroit. Et donc, elles nous ont écoutés. Donc, en l'espace de 3 ans, de 2019 à 2023, de 4 ans, nous avons recruté ensemble plus de 4000 agents de santé. Ce qui est une prouesse. Ce n'est jamais fait au Togo. On étoffe toujours l'équipe. Oui, l'équipe est en train d'être étoffée. Et ça, il faut le reconnaître, c'est à l'avantage, à l'activité des plus hautes autorités. Je parle des plus hautes autorités. Et pour le bien de l'ensemble des citoyens. Maintenant, nous allons encore avancer. Il faut maintenant qu'on avance encore sur la fonction publique hospitalière. Parce qu'il faut que les choses soient claires aujourd'hui. Les gens travaillent, sont fonctionnaires de l'État. Ils sont fonctionnaires de l'État. Ceux qui veulent aller dans le privé vont aller dans le privé. Donc il nous faut une fonction publique hospitalière pour que les choses soient claires, pour que les gens soient à leur poste, pour mieux les encadrer, mieux les surveiller. Pour qu'ils ne soient pas tirés de gauche à droite, faisant quelques heures seulement dans la fonction publique et passer des heures. L'autre aspect, c'est que quand on lance les concours, il y a des postes auxquels on n'a pas de candidats. Des postes de médecins, comme les gynécologues, comme les cardiologues. Parce que ces postes-là, ces métiers-là sont plus attrayants dans le privé. Alors, nous devons aussi réfléchir à tout ça. Est-ce qu'on les forme quand même à l'université? Les gynécos et puis les cardio? Non, les gens se forment à leurs frais. Est-ce qu'ils ont une obligation de... Non. En tout cas, vous avez lancé le message. Ils sont libres de travailler où ils veulent, hein. Vous avez lancé le message, Dr Gilbert Choleganou. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Oui, 2 occasions nous permettront, ça c'est clair, de revenir encore amplement et vous permettre à vous aussi d'intervenir en direct dans cette émission. Ascool, merci Amjoy, Claudia, moi je suis Joachim Gwetim. Excellente journée à toutes et à tous. Mais sachez-le, la pluie ne s'est pas encore arrêtée. Une averse véritablement qui se déverse sur Lomé, la capitale. Beaucoup de quartiers sont actuellement, par les images qui nous parviennent ici, sont sous l'eau. Mais on attend de voir ce que demain va nous réserver. Certainement qu'on va mettre en marche les machines au niveau des bassins de rétention d'eau afin que l'eau soit pompée.